Chapitre 1. Une note à la fête. C'était un samedi chaud de début juin lorsque les braves gens de Marlécombe se rassemblèrent sur la pelouse pour la fête estivale annuelle. La journée avait tout le charme des festivités anglaises. Guirlandes suspendues de l'orme aux chênes, tables à tréteaux affaissés sous le poids des génoises et des tartelettes aux groseilles, braderies au profit du toit de la paroisse, et les enfants du quartier, le visage peint et les cheveux un peu collants, s'agitant entre les stands avec l'énergie irrépressible de la jeunesse. Le vicaire, le révérend Charles Linton, s'était laissé convaincre d'ouvrir la cérémonie par quelques mots, et son épouse, une femme dynamique et d'une efficacité redoutable, veillait à ce que les billets de tombola soient vendus par milliers. Au bout du green, le Marlécombe Silver Band tentait une interprétation entraînante de Règle Britannia, bien que le deuxième cornet, un garçon plutôt nerveux, ait fait quelques entrées hésitantes qui ont donné à la pièce une poignance involontaire. Au milieu de tout cela, Miss Jane Marple était assise, coiffée d'un chapeau de paille orné de 2 roses roses depuis longtemps fanées. Elle était confortablement installée dans un fauteuil en osier prêté par Madame Harwood de l'ancien presbytère. De cette position, elle pouvait à la fois observer le monde et, surtout, l'écouter. Car dans un village comme Marlécombe, comme dans son cher Saint-Mary-Mead, on apprend infiniment plus en tendant l'oreille qu'en interrogeant sans ménagement. « Quelle belle affluence !» remarqua Madame Price Ridley en s'installant à côté d'elle. « Mais franchement, on s'inquiète de ce que toute cette gaieté encourage chez les jeunes. Trop de frivolité. Ça mène à... Eh bien, vous savez. » Miss Marple sourit faiblement, ses yeux pâles se portant vers une ribambelle de filles en robe blanche qui riaient du cocotier. « La jeunesse, dit-elle doucement, a tendance à être frivole, mais j'imagine qu'elles ne subiront aucun mal sous l'œil vigilant de Marlécombe. » Madame Price Ridley renifla. « Vous êtes toujours si charitable, Miss Marple. J'aimerais partager votre optimisme. » À cet instant, la première bizarrerie de la journée se produisit. De l'ombre fraîche de la salle des fêtes, dont les portes étaient grandes ouvertes pour la fête, s'éleva un son de musique. Non pas l'enthousiasme cuivré de l'orchestre, mais les notes délicates et bien posées d'un piano. Un air doux et mélodieux, joué avec émotion, sinon avec une précision absolue. « Comme c'est charmant !» murmura Miss Marple en tournant la tête vers le hall. Plusieurs personnes s'arrêtèrent pour écouter. Mais ce n'était pas la musique elle-même qui suscitait les commentaires, mais son origine, car Marlécombe Hall possédait un piano droit très ancien et peu exigeant, un piano rarement touché depuis la dernière brocante, où un enfant, entreprenant, avait frappé dessus jusqu'à ce qu'une touche se bloque. Et pourtant, il était là, à chanter joyeusement. « Qui donc joue ?» chuchota Madame Price Ridley, comme si les pianistes pouvaient être considérés comme de dangereux intrus. « La salle devrait être fermée à clé. J'ai entendu Madame Linton le dire elle-même. » La curiosité grandit bientôt. Quelques villageois s'aventurèrent vers la porte. Une fille poussa un cri aigu. Un homme réclama le silence. La musique s'arrêta brusquement. Puis, avec une soudaineté effroyable, la fête perdit tout son éclat. Car sur le seuil de la salle, encadré par l'ombre et le soleil, se tenait le jeune Harold Sims, le visage rougeaud et blême. « Il y a un homme là-dedans, » balbutia-t-il, allongé près du piano. Mort. Un frisson de stupeur parcourut la pelouse. La femme du pasteur laissa tomber ses billets, et ils s'envolèrent vers l'herbe comme des oiseaux effrayés. L'orchestre cessa de jouer au milieu de la mesure. Les villageois se précipitèrent vers la salle, leur curiosité et leur horreur luttant pour la suprématie. Miss Marple se leva lentement, l'expression posée, mais le regard perçant. Elle avait déjà vu de tels moments. L'effondrement soudain de la vie dans la mort, le recul instinctif de la foule suivi de son irrésistible désir d'en savoir plus. Ses petites mains gantées soigneusement jointes, elle se laissa entraîner avec la foule. Dans la salle, l'air était plus frais, imprégné d'une légère odeur de cirage et de bois humide. Le piano était adossé au mur du fond,
ses touches exposées comme une rangée de dents. À côté, affalé sans élégance sur la moquette usée, un homme était allongé. Ses traits étaient inconnus à la plupart des personnes présentes. Un étranger parmi eux. Son costume sombre était légèrement usé, ses cheveux grisonnant aux tempes, et sa main droite tendue avec raideur vers l'instrument, comme pour une dernière note. Le médecin du coin, appelé en toute hâte depuis l'étal de gâteaux, se pencha pour l'examiner. Au bout de quelques instants, il leva les yeux et secoua gravement la tête. Bien mort. Il n'y a pas longtemps, je dirais. Une crise cardiaque ? Suggéra Madame Linton en serrant ses perles. Le médecin fronça les sourcils. C'est possible. Mais je n'aime pas ça. Il y a des marques ici. Il fit un geste discret vers la gorge de l'homme. Un murmure parcourut les villageois rassemblés, les ragots prenant déjà racine. Miss Marple, un peu à l'écart, contemplait la silhouette immobile. Son regard s'attarda sur la main écartée, le revers froissé, l'angle curieux de la tête. Elle ne pensait pas à la mort en général, elle n'y était pas étrangère, mais à la manière dont elle avait péri, et à la particularité d'un piano qui apparemment avait joué tout seul. Et bien qu'elle ne dise rien à voix haute, une petite voix en elle parlait avec une certitude, tranquille. Ce n'était pas un accident. Chapitre 2. Chuchotement à Marlécombe. Le dimanche matin, la découverte choquante de la fête avait déjà pris l'allure particulière des ragots du village. Là où la veille, les rires et le tintement des tasses s'élevaient. On parlait maintenant à voix basse, les têtes serrées par-dessus les haies et les comptoirs des boutiques. Dans l'épicerie de Madame Porter, la conversation tournait sans fin autour de l'identité du défunt. « Personne ne sait qui il était », déclara Madame Linton, sur le ton de quelqu'un qui raconte un scandale épouvantable. Un étranger est simplement entré dans notre village et est mort, de façon fort inopportune, au beau milieu de notre fête. Le vieux monsieur Trelawney, venu chercher son journal du matin et 2 onces de shag, ajouta d'un ton sombre. Les étrangers ne viennent pas à Marlécombe par hasard. Il était là pour quelque chose, croyez-moi. Madame Porter se pencha par-dessus son comptoir. Le médecin dit que sa mort n'était pas naturelle. Pas naturelle du tout. Miss Marple, qui était occupée à choisir des raisins de Corinthe parmi un assortiment plutôt maigre, écoutait tout en attachant soigneusement ses paquets avec une ficelle brune. Son expression était douce comme la crème, mais ses oreilles, ses excellents instruments de détection villageoise, étaient attentives. De tels fragments, elle le savait, n'est toujours la vérité. La police arrive à midi. L'inspecteur Graves de la police du comté avait établi sa présence. C'était un homme solide, ni prompt à l'humour ni à l'imagination, mais il possédait cette autorité sereine qui incitait les villageois à se confier. Il avait déjà pris ses quartiers au presbytère, où Madame Linton offrit le thé avec un mélange d'hospitalité et de curiosité non dissimulée. « Poison », a-t-il dit, d'un ton qui laissait entendre que ce n'était qu'une possibilité, et non une certitude. Il nous faudra une autopsie en bonne et due forme. Les villageois, cependant, s'emparèrent du mot avec délectation. Poison. La plus insidieuse des armes anglaises, digne d'un village aussi paisible et charmant que Marlécombe. Cela conférait à l'affaire un prestige redoutable. La spéculation prend racine. Le soir, les débats s'étaient divisés en 2 théories dominantes. L'homme était une sorte de criminel en cavale, accablé par ses méfaits passés. Cette idée était particulièrement populaire auprès des jeunes, qui adoraient imaginer des cambrioleurs franchissant les murs des jardins. Il avait été attiré à Marlécombe par l'un des habitants, dans des circonstances des plus déplaisantes. Cette suggestion était formulée à voix basse, généralement avec un regard significatif vers l'un ou l'autre des habitants les plus excentriques du village. Madame Price Ridley déclara que c'était bien beau d'organiser des fêtes et des brocantes, mais on ne sait jamais quel genre d'individu on attire. Madame Harwood insista sur le fait qu'elle avait déjà vu cet homme, même si, pressée de questions, elle ne put préciser où. Miss Marple sirotait simplement son thé, le regard pensif.
De son côté, elle se souvenait de la faible odeur qui régnait dans le hall lorsqu'elle était entrée après la fin de la musique. Ni de cirage, ni de cire de bougie, mais quelque chose de légèrement chimique, comme une teinture conservée sous clé. Miss Marple observe. Ce soir-là, assise dans son petit jardin de cottage à Rose Lane, elle tricotait tranquillement tandis que le crépuscule s'épaississait. Aux yeux de tous, elle était l'image même de la tranquillité familiale. Mais son esprit était occupé à organiser ses impressions. Les vêtements de l'homme, de bonne qualité mais mal repassés. Ses mains, pas celles d'un ouvrier, mais pas tout à fait celles d'un gentleman non plus. Le piano qui jouait si curieusement jusqu'à son interruption. Qui en effet s'y était assis avant sa mort. Elle savait que les villageois étaient tellement concentrés sur l'étranger qu'ils avaient négligé l'évidence. Celui qui était au piano devait également être dans le hall au moment critique. Et Miss Marple, qui avait appris depuis longtemps que la nature humaine se répétait dans les plus petits détails, retournait tranquillement dans ses souvenirs de schémas similaires qu'elle avait observés autrefois, à St. Mary Mead, à Market Basing, et même dans une pension de famille londonienne des années auparavant. Car si la vie lui avait appris quelque chose, c'était que le meurtre, comme l'amour, répondait aux plus anciens motifs humains. Et déjà, elle soupçonnait qu'à Marlécombe, ces motifs s'agitaient. Chapitre 3. Les plus petites choses. L'inspecteur Graves mena son enquête avec la patience méthodique d'un homme qui faisait confiance aux procédures officielles. Le lundi matin, il avait déjà interrogé un bon nombre de villageois et semblait satisfait des progrès accomplis. Pourtant, les villageois eux-mêmes étaient impatients, avides de drames, de spéculations et de confirmation de leurs plus sombres soupçons. À Marlécombe, comme dans n'importe quel village, ce n'était pas seulement la présence de la mort qui suscitait l'enthousiasme, mais le sentiment que son voisin pouvait en savoir un peu plus que soi-même. L'étranger identifié, à la Crown, l'auberge locale, les conversations tournaient autour de l'identité du défunt. L'aubergiste, M. Gibbons, affirmait n'avoir jamais vu cet homme auparavant. Pourtant, la femme de chambre, la jeune Elsie Parker, douée pour la broderie et les ornements, déclarait se souvenir de lui assis au fond de la salle par un soir pluvieux de printemps. « Il avait un carnet, vraiment, » dit-elle à Madame Harwood avec une grande solennité. Il n'arrêtait pas de griffonner dedans, comme si de rien n'était. Il n'a commandé qu'une demi-teinte de bitter. Cela, répété une douzaine de fois, s'est transformé en une certitude que l'homme était un journaliste, ou peut-être un détective, ou même un espion du gouvernement. Les conclusions de l'inspecteur Graves. L'inspecteur Graves, lors de ses interrogatoires, s'est montré plus prosaïque. Il a retrouvé dans ses poches un billet de train aller-retour pour Paddington, un portefeuille en cuir usé contenant quelques livres et une carte de visite à son nom. Monsieur Charles Denham. Il n'y a pas grand-chose à retenir, admit Graves au vicaire, autour d'un thé que Madame Linton avait insisté. Mais Paddington est un début. Scotland Yard saura s'il est porté disparu. Denham, songea le révérend Linton, je n'ai jamais entendu un nom par ici. Les observations de Miss Marple. Pendant ce temps, Miss Marple avait tranquillement commencé sa propre enquête, non pas à la manière formelle de la police, mais à la manière du village. Une question ici, une remarque là, une observation mise de côté pour une utilisation ultérieure. Dans la boutique de Madame Porter, elle remarqua une chose curieuse. Le jeune Harold Sims, celui-là même qui avait découvert le corps, s'attardait près des bocaux de charlatan, mais son visage, habituellement radieux et enthousiaste, était pâle et troublé. « Tu as été très courageux, Harold, » dit gentiment Miss Marple. « Tu as couru chercher de l'aide si vite. » Le garçon se traîna. « Je ne voulais pas regarder, mademoiselle. Je voulais juste voir qui jouait. » Mais il ne jouait pas. Il ne jouait pas du tout. « On ne jouait pas, » répéta doucement Miss Marple. Harold jeta un coup d'œil autour de lui, puis baissa la voix. La musique continuait quand je suis entré. Mais il n'était pas au piano. Il était allongé là, comme je l'ai dit. Et quand tout le monde est arrivé, la musique s'était arrêtée. Miss Marple le regarda pensivement. «
C'est très intéressant, Harold, vraiment très intéressant. Un aperçu de la peur. Plus tard dans la journée, mademoiselle Marple rendit visite à madame Price Ridley, qui habitait une élégante maison en briques rouges avec un jardin de roses taillé avec une précision militaire. La dame était profondément indignée. « Quand on pense qu'une chose pareille peut arriver ici, s'exclama-t-elle, c'est toutes ces absurdités modernes, la télévision, les voitures, les femmes en pantalon. Ça attire les mauvaises personnes. » Miss Marple, qui avait appris à ne jamais contredire madame Price Ridley, hocha la tête avec sympathie. Mais son regard, derrière ses lunettes, remarqua un détail que l'autre femme avait négligé. Un bout de papier, carbonisé sur les bords, traînait dans la cheminée. Peu de gens allumaient des feux en juin. Pourtant, voici la preuve qu'un feu a été récemment éteint. Miss Marple remarqua plutôt les roses, mais dans son esprit, le papier restait là, ces fragments portant peut-être des mots que quelqu'un ne souhaitait pas conserver. Premier fils. Le soir, elle était de nouveau assise dans sa chaumière, tricotant un rang bien net de laine bleue. Ses pensées s'organisaient avec autant de soin que ses mailles. Harold entendait de la musique même lorsque le mort n'était pas au piano. Quelqu'un se trouvait dans cette salle, invisible, en train de jouer, ou peut-être de remonter, une machine. Un papier brûlé à la hâte suggérait quelque chose d'écrit qu'il valait mieux garder caché. Et par-dessus tout, il y avait l'expression qu'elle avait remarquée sur plus d'un visage à Marleycombe. Pas seulement de la curiosité, ni même du choc, mais de la peur. La police pourrait bien rechercher des empreintes digitales, des télégrammes ou des alibis. Mais Miss Marple, avec sa tranquille certitude, commençait à soupçonner que la vérité résidait dans des détails plus subtils. Le souvenir d'un enfant, l'insouciance d'un voisin, un bout de papier détruit trop vite. Chapitre 4. Le mauvais suspect. Mardi matin, Marleycombe était en effervescence. L'inspecteur Graves avait procédé à une arrestation. L'identité du malheureux homme découvert à côté du piano, et M. Charles Denham, n'était plus en cause, du moins pas pour la police. L'inspecteur avait décidé que la mort de Denham s'expliquait de la manière la plus simple possible. Il avait été attiré au village par un habitant, et ce même habitant l'avait assassiné. Le village accueillit la nouvelle avec autant de soulagement que de satisfaction. Car quoi de plus rassurant qu'une arrestation rapide? Un nom à associer à des craintes murmurées, un coupable qu'on pouvait désigner du doigt de l'autre côté de la table. L'arrestation l'accusé n'était autre que M. Lionel Calthorpe, organiste à St. Andrews et célibataire d'un tempérament plutôt nerveux. Le raisonnement de l'inspecteur était simple. M. Calthorpe avait accès à la salle, où il s'exerçait souvent au piano malgré son état de décrépitude. On l'a vu dans les environs au moment de la fête, s'éloignant du green alors que d'autres étaient encore rassemblés autour de la tombola. Un témoin, la femme de chambre de Madame Harwood, a affirmé avoir entendu des voix élevées dans le hall plus tôt dans la journée. Et le plus accablant, dans les appartements de Calthorpe à The Crown, les hommes de l'inspecteur avaient découvert une bouteille contenant des traces de strychnine, son étiquette partiellement décollée. L'inspecteur Graves, qui avait une grande confiance dans les preuves tangibles, considérait l'affaire presque réglée. Réaction du village. « Lionel Calthorpe !» annonça Madame Price Ridley à quiconque était à portée de voix au bureau de poste. « Eh bien, j'aurais pu le leur dire. Toujours bizarre, celui-là. De la musique à toute heure, marmonnant pour lui-même, et jamais de conversation sérieuse à l'Institut des femmes. » Madame Harwood n'était pas d'accord. « C'est un gentleman, malgré ses bizarreries. Je ne peux pas croire qu'il aurait assassiné un homme de sang-froid. Il doit y avoir une erreur. Mais les ragots sont comme la fumée. Ils s'accrochent, s'enroulent, se propagent. » Bientôt, même ceux qui défendaient New Calthorpe ne purent s'empêcher de se remémorer des moments étranges. Un regard absent pendant un cantique, une colère trop vive lorsqu'on le corrigeait. Le doute de Miss Marple. Miss Marple, quant à elle, écoutait tout le monde avec sa patience habituelle. Pourtant, ses yeux pâles étaient troublés,
Le dossier de l'inspecteur, malgré sa netteté, semblait erroné. Elle avait rendu visite à M. Calthorpe à plusieurs reprises lorsqu'il venait à l'église pour demander des fleurs ou solliciter des souscriptions pour la collecte d'orgue. Il était timide, certes, excentrique, assurément, mais elle n'avait rien remarqué chez lui de malicieux ou de violent. Sa nature était tout autre. Il était enclin au frémissement nerveux plutôt qu'à une cruauté résolue. De plus, 2 petits points la taraudaient l'esprit. Le piano. Harold avait insisté. Le mort n'était pas à l'instrument lorsque la musique avait retenti. M. Calthorpe aurait-il pu imaginer une telle supercherie? Elle en doutait. Il n'était pas doué en mécanique. Le poison. La strychnine était un poison terrible et violent qui laissait des traces indélébiles. Miss Marple se souvenait des paroles du médecin à l'entrée, des marques à la gorge. Ce n'étaient pas les effets de la strychnine. Miss Marple avait déjà vu de telles choses. À Market Basing, un cas d'empoisonnement mal attribué avait autrefois dissimulé une mort tout autre. Elle s'en souvenait parfaitement. Une conversation tranquille. Cet après-midi-là, Miss Marple rencontra Elsie Parker, la femme de chambre, dans le chemin longeant les haies. La jeune fille, elle était pâle, le regard nerveux. « C'est une affaire terrible, n'est-ce pas, Elsie ?» dit gentiment Miss Marple. « Oh oui, mademoiselle, » répondit Elsie. « Quoique je n'ai jamais cru cela de la part de M. Calthorpe. Il me parlait toujours gentiment. » Elle hésita, puis ajouta. « Un autre monsieur a demandé des nouvelles de M. Denham. Il est arrivé il y a 1 semaine, avant tout cela. Un grand homme moustachu. Il a dit qu'il rencontrait M. Denham ici, à Marleycombe. Mais personne n'y a prêté attention. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement dans son sac. « Et en avez-vous parlé à l'inspecteur, ma chère ?» Elsie se mordit la lèvre. « Non, mademoiselle. Je ne pensais pas que ça avait d'importance. »« Oh, ma chère, » murmura doucement Miss Marple, « cela compte vraiment beaucoup. » Le piège de l'évidence. Cette nuit-là, l'inspecteur Graves annonça sans appel que M. Calthorpe était placé en garde à vue dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Les villageois respirèrent plus facilement, persuadés que le pire était passé. Mais dans son petit salon, Miss Marple était assise avec son tricot, la lumière du feu illuminant ses cheveux argentés. Elle connaissait bien le danger du suspect évident, de l'affaire bien rangée, de l'explication trop facile. Un meurtre était rarement bien fait. La nature humaine, songea-t-elle, était bien plus complexe. Et même si la police se félicitait, Miss Marple savait que la paix de Marleycombe était loin d'être rétablie. La véritable histoire restait à raconter. Chapitre 5. Secret révélé. L'inspecteur Graves aurait pu se satisfaire de l'arrestation de Lionel Calthorpe, mais Marleycombe, elle, ne l'était pas. Car si l'inspecteur croyait l'affaire parfaitement résolue, les villageois, comme ils le pensaient, ne pouvaient s'empêcher de fouiller davantage dans les affaires de leurs voisins. Et cette indiscrétion, comme Miss Marple le savait bien, faisait souvent surgir des vérités longtemps passées sous silence. Le thé du presbytère. C'est au presbytère que la première information fut diffusée. Madame Linton, convaincue que son salon était le lieu idéal pour diffuser les nouvelles, avait réuni un groupe de dames pour le thé. Madame Harwood, Madame Price Ridley et Mademoiselle Marple parmi elles. « Quel dommage pour ce pauvre Monsieur Calthorpe !» dit Madame Harwood d'un ton ferme en beurrant son scone. « Je ne le croirai pas tant que ce ne sera pas prouvé. C'est un bon musicien et un homme honnête, quoi qu'en disent-on les autres. » Madame Price Ridley renifla. « La musique ne garantit pas le caractère, ma chère, et pour ma part j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez louche dans ses manières. » Miss Marple sirota son thé et laissa la conversation se poursuivre. Elle savait depuis longtemps que rien ne révélait plus qu'un groupe de villageoises en pleine débandade. En effet, Madame Linton se pencha bientôt en avant, l'air significatif. « Je tiens de source sûre, » confia-t-elle, « que M. Denham connaissait bien Marleycombe. Il avait correspondu avec une certaine dame du village, et de façon assez approfondie d'ailleurs. »« Quelle dame ?» demanda sèchement Madame Price Ridley. Les yeux de Madame Linton s'agitèrent, savourant l'instant. Mais Madame Harwood elle-même... L'effet fut électrique.
Madame Harwood rougit profondément. « Ma chère Madame Linton, c'est scandaleux. Oui, j'ai connu M. Denham, à un poste tout à fait respectable. Il avait été employé par mon défunt mari il y a des années pour le conseiller sur certains investissements. Il m'a écrit récemment au sujet de l'ancien trust. Rien de plus. » Mais la graine avait été semée, et Miss Marple remarqua les regards échangés entre les dames. Dans un village, une simple protestation d'innocence suffisait souvent à convaincre les autres de leur culpabilité. L'histoire de l'aubergiste. Plus tard dans la soirée, au Crown, M. Gibbons, l'aubergiste, discutait avec un petit groupe de clients. Miss Marple, qui passait avec un colis pour la poste, s'arrêta un instant pour l'entendre. « Et je vous le dis, » insista M. Gibbons, « Denham était déjà venu ici, il y a 3 semaines. Il a posé une foule de questions. À qui appartenait quelle maison, qui possédait quel bien, ce genre de choses. Un curieux, à mon avis. Je suppose qu'il cherchait quelque chose. »« Et a-t-il parlé à quelqu'un en particulier ?» a demandé un client. M. Gibbons baissa la voix. « À nouveau avec Madame Harwood, maintenant que j'y pense. Je suis resté assis avec elle dans le petit salon pendant près d'1 heure. Elle en est ressortie troublée, c'est vrai, même si elle a essayé de le cacher. Ce même phénomène s'est répété dans tout le village avant la tombée de la nuit. La visite de Miss Marple. Le lendemain matin, Miss Marple rendit visite à Madame Harwood au vieux presbytère. La dame l'accueillit avec courtoisie malgré ses manières tendues. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « ce n'est pas à moi de vous indiscret, mais peut-être pourriez-vous me révéler la nature de votre correspondance avec M. Denham. Le village en fait déjà grand cas, et il est toujours préférable de mettre les choses au clair. » Madame Harwood soupira, les mains jointes. « Très bien, mademoiselle Marple, vous êtes une femme sensée. Mon défunt mari a laissé des affaires pas tout à fait en ordre. Il y avait des spéculations, des affaires avec une entreprise qui a ensuite fait faillite. Monsieur Denham agissait comme agent à l'époque. Il m'a récemment écrit, me laissant entendre qu'il avait découvert des documents susceptibles de restituer une partie de ce qui avait été perdu. Il m'a demandé de le rencontrer en privé. »« Vraiment ?» murmura Miss Marple. « Oui. Mais en discutant, j'ai compris qu'il voulait de l'argent, plus que ce que j'étais prête à lui donner. Je le lui ai dit très fermement. Il a semblé mécontent. » Le visage de Madame Harwood s'assombrit et elle ajouta doucement. « J'aurais préféré ne jamais avoir répondu à sa lettre. » Miss Marple réfléchit. En rentrant chez elle sous les tilleuls, Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait appris. Monsieur Denham avait des liens avec Marleycombe, financiers tout au moins. L'argent, comme toujours, était un motif à peser avec soin. Mais il y avait autre chose, un murmure qu'elle avait entendu de la bonne Elsie, à propos d'un homme grand et moustachu qui demandait des nouvelles de Denham. Cette personne n'avait pas encore émergé des questions de l'inspecteur. Où était-il allé? Quel rôle avait-il joué? Et puis il y avait l'affaire du piano, toujours en suspens dans l'esprit de Miss Marple. Un piano ne jouait pas tout seul, ou s'il semblait jouer, il devait forcément y avoir une astuce. Elle s'arrêta près du portail du cimetière, observant les ombres du soir s'étendre sur les pierres tombales. Marleycombe était un endroit calme, mais la nature humaine, la nature humaine n'était jamais calme. Elle était rongée par de vieilles rancunes, des dettes, des désirs et des peurs. Et c'est précisément dans ces choses-là que devait résider, Miss Marple le savait, la vérité sur la mort de M. Denham. Chapitre 6. Le twist. C'était un jeudi gris et agité lorsque Marleycombe se réveilla avec un nouveau scandale. La cloche de l'église avait à peine fini de sonner que la nouvelle se répandit. Il y avait eu un autre incident, la perturbation de l'auberge. À la Crown, où les affaires de M. Calthorpe étaient restées sous clé pendant son incarcération, une bagarre avait éclaté. M. Gibbons, l'aubergiste, était allé ranger la chambre autrefois louée à l'organiste, et à sa grande surprise, avait découvert la fenêtre déverrouillée et le contenu du secrétaire fouillé. « Rien ne manque, à ma connaissance, » dit-il à l'inspecteur Graves en secouant la tête avec inquiétude. «
Mais quelqu'un est entré, c'est sûr. Il a laissé des traces de pas boueuses sur la moquette. C'est clair comme de l'eau de roche. L'inspecteur, déjà de mauvaise humeur en raison du manque de progrès dans l'enquête de Scotland Yard sur les antécédents de M. Denham, s'est saisi de l'affaire avec une vigueur renouvelée. Un complice, a-t-il déclaré. Quelqu'un qui aide Calthorpe ou qui tente de faire disparaître des preuves. Mais Miss Marple, debout dans le couloir, silencieuse tandis que l'inspecteur fulminait, n'en était pas convaincue. Elle s'était penchée pour examiner elle-même les marques de bottes. Elles étaient profondes, plus grandes que les fines chaussures de M. Calthorpe, et portaient un curieux motif qu'elle reconnut. Un quadrillage de clous, du genre qu'on ne trouve que sur les lourdes bottes d'ouvrier. Un homme complètement différent était entré dans cette pièce. Une lettre trouvée. Tandis que l'inspecteur aboyait ses instructions, Elsie, la femme de chambre, s'approcha de Miss Marple, le visage pâle et nerveux. « Je n'ai rien dit, mademoiselle, » murmura-t-elle, « mais j'ai trouvé ça derrière le bureau. J'avais peur de le rendre. Mais, eh bien, je vous fais confiance. » Elle glissa un morceau de papier plié dans la main de Miss Marple. Plus tard, dans le calme de son cottage, Miss Marple lissa le drap froissé. C'était un extrait d'une lettre, écrite d'une écriture virile et audacieuse. « Vous devez recevoir les papiers immédiatement. Si vous ne les présentez pas, vous en répondrez. Denham n'est pas digne de confiance. Retrouvez-moi à la salle pendant la fête. Venez seul. » La lettre ne portait aucune signature. Mais Miss Marple comprit aussitôt une chose. La fête n'avait pas été choisie par hasard. La salle, avec son piano et ses portes, ouvertes, avait été le théâtre même d'une rencontre convenue. La confiance de l'inspecteur Graves. Ce soir-là, l'inspecteur Graves s'adressa à une petite assemblée dans le salon du presbytère, où Madame Linton servit du thé et du gâteau éponge comme s'il s'agissait d'une affaire paroissiale ordinaire. « L'affaire est claire, » annonça-t-il. Calthorpe était de mèche avec Denham pour une affaire douteuse. Un différend a éclaté. Denham a été empoisonné, et maintenant un complice cherche à détruire les preuves. Nous sommes plus près que jamais de boucler l'affaire. La plupart des personnes présentes hochèrent vigoureusement la tête. Les villageois bénéficiaient d'une certaine certitude, et l'inspecteur la leur apporta. Seule Miss Marple était assise avec son tricot immobile sur ses genoux, ses yeux pâles reflétant la lumière de la lampe. Car elle voyait plus que la certitude. Elle voyait des failles là où devrait se trouver la vérité. Le piano encore. Ce soir-là, Miss Marple fit une petite visite dans le hall. La clé avait été laissée à Madame Linton, qui se fit un plaisir de faire plaisir à chère Miss Marple, en lui ouvrant l'entrée pour y déposer des fleurs. À l'intérieur, le piano était tel qu'il était le jour de la fête. Miss Marple était assise devant, les mains posées sur les touches jaunies. Elle en appuya sur quelques-unes. Les sons étaient inégaux, certains brillants, d'autres ternes. Elle remarqua avec intérêt qu'un morceau de ficelle s'était coincé dans le mécanisme et traînait par terre. Elle tira doucement. La ficelle était attachée à une boîte lestée cachée sous l'instrument. Lorsqu'elle la relâcha, les touches émirent un cliquetis discordant, comme si le piano jouait tout seul. Un sourire, faible et sombre, caressa les lèvres de Miss Marple. C'est ainsi que l'illusion avait été créée. Quelqu'un avait voulu que la musique masque une lutte, pour suggérer que Denham était assis à l'instrument alors qu'il ne l'était pas. Une ombre plus profonde. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle sous la lumière vacillante des lampadaires, Miss Marple réfléchit à la vérité. La mort de M. Denham n'était pas un accident. Elle avait été soigneusement mise en scène, calculée pour tromper. Et s'il y avait une chose qu'elle savait en matière de meurtre, c'était ceci. La mise en scène ne naissait jamais de la panique. Elle naissait d'une intention froide. Quelque part à Marlécombe, derrière un sourire poli et une attitude calme, se trouvait une personne qui avait tout organisé avec une précision épouvantable. Et Miss Marple, les aiguilles à tricoter prêtes pour la rangée suivante, était plus certaine que jamais. Lionel Calthorpe n'était pas cette personne. Chapitre 7. Le piège final commence.
L'ambiance à Marlécombe était tendue. Les déclarations de l'inspecteur Graves avaient d'abord rassuré les villageois, mais l'agitation à la Crown et le murmure d'une lettre mystérieuse avaient ravivé les spéculations. Une fois de plus, les ragots se répandirent comme du lierre à travers les haies et les salons de thé. Les regards se portèrent différemment, un peu plus perçants, un peu plus méfiants. Une visite chez le vicaire, Miss Marple, bien que sereine en apparence, avait déjà pris une décision. Elle rendit visite au révérend Linton dans son bureau, où les livres étaient penchés en avant et où flottait une légère odeur de cire de bougie. « Mon cher révérend, commença-t-elle, j'aimerais aider l'inspecteur Graves dans son enquête, à ma façon, discrètement. J'ai observé certains détails, dont l'inspecteur n'a peut-être pas pleinement conscience. » Le vicaire parut surpris, puis amusé. « Ma chère Miss Marple, j'ai appris à ne jamais vous sous-estimer. Que me suggérez-vous ?»« Simplement, dit-elle doucement, que la vérité éclatera si nous laissons les gens parler. Un mot par-ci, une question par-là. C'est remarquable comme les contradictions apparaissent vite. Les êtres humains sont si rarement cohérents. » Le révérend hocha gravement la tête. « Très bien. Mon salon est à votre disposition. » Thé avec Madame Harwood. Le lendemain, Miss Marple invita Madame Harwood, Price Ridley et Linton à prendre le thé au presbytère. Elle-même servit le thé d'une main assurée, son attitude si placide que personne ne soupçonna qu'elle tendait un piège. Madame Harwood, toujours pâle, réitéra son innocence. « Monsieur Denham m'a pressé de lui fournir des fonds. Il voulait de l'argent pour garder le silence sur les affaires de mon défunt mari. C'est tout. » Madame Price Ridley bondit. « Du chantage, alors. Comme je m'en doutais. Bien sûr, certaines femmes sont plus sensibles au scandale que d'autres. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent doucement. « Le chantage, oui. C'est un motif très ancien et très dangereux. Un maître chanteur est toujours en danger, car une fois que les gens comprennent que le silence coûte trop cher, ils peuvent chercher une solution permanente. » Ces paroles, bien que prononcées avec douceur, ont plongé les dames dans un silence pensif. Une conversation avec Elsie plus tard dans l'après-midi, Miss Marple retrouva Elsie Parker. La nervosité de la jeune fille était évidente. Elle tordit les cordons de son tablier jusqu'à ce qu'ils se nouent. « Elsie, dit gentiment Miss Marple, tu as été d'une grande aide. Mais il y a encore une petite chose. Tu as dit qu'un homme grand et moustachu était venu demander des nouvelles de M. Denham. Te souviens-tu de ce qu'il a dit exactement ?» Elsie se mordit la lèvre. « Il m'a demandé si Denham avait pris des chambres à l'auberge. Quand j'ai dit non, il a ri légèrement, comme s'il connaissait déjà la réponse. Il a dit « Il viendra pour la fête, il ne résistera pas. » Puis il s'est dirigé vers le chemin qui mène au presbytère de Madame Harwood. Le regard de Miss Marple s'éveilla. Ce détail collait parfaitement avec la lettre qu'elle avait trouvée. L'homme mystérieux savait que Denham assisterait à la fête et avait planifié cette rencontre avec une intention machiavélique. Préparation silencieuse. Ce soir-là, Miss Marple posa son tricot et écrivit 3 mots soignés, chacun soigneusement formulé pour éveiller la curiosité. Elle invita Madame Harwood, l'inspecteur Graves et Lionel Calthorpe, par l'intermédiaire de son avocat, à assister à une petite réunion au manoir le lendemain soir. Elle formula son message dans les termes les plus innocents, une tentative de reconstituer les événements, afin que tout soit plus clair. Elle savait, connaissant depuis longtemps la fragilité humaine, que le véritable coupable ne pourrait résister à la tentation d'assister lui aussi à l'audience. Les meurtriers, comme tous les menteurs, étaient obligés d'entendre comment leur histoire était racontée. Le calme avant la révélation. Le vendredi soir, la salle de Marlécombe était de nouveau prête. Les guirlandes de la fête avaient été retirées depuis longtemps, mais une légère odeur de cirage persistait. Le piano se tenait dans son coin, silencieux, sa ficelle trompeuse retirée. Miss Marple s'assit en silence, petite silhouette discrète, son sac à tricot à ses côtés. Pourtant, ses yeux brillaient de la certitude sereine de celle qui avait vu la vérité émerger, lentement mais sûrement,
de l'enchevêtrement des motivations humaines. Demain, ou peut-être ce soir, le nœud final serait défait, car Miss Marple avait tendu son piège. Chapitre 8. Le piège s'est refermé. La salle de Marlécombe paraissait bien différente à la lumière des lampadaires. Fini les parterres lumineux et les rires de la fête. Un silence régnait sur le parquet, les hautes poutres résonnant faiblement à chaque bruit. Un petit groupe s'était rassemblé à l'invitation de mademoiselle Marple, l'inspecteur Graves, madame Harwood, le révérend et madame Linton, et sous surveillance attentive, monsieur Lionel Calthorpe, pâle et tremblant après ses jours de détention. Miss Marple elle-même était assise près du piano, son chapeau de paille soigneusement posé, les mains jointes sur son sac à tricot. Elle paraissait si petite et effacée qu'on aurait pu croire sa présence sans importance. Pourtant, c'était elle qui dirigeait la soirée, avec des paroles douces et des regards discrets. L'impatience de l'inspecteur « J'espère sincèrement, mademoiselle Marple, » commença l'inspecteur Graves, « que cette réunion sera utile. L'homme est déjà en garde à vue et des preuves sont rassemblées. » Miss Marple inclina la tête. « Oui, inspecteur. Et pourtant il subsiste des incohérences. J'ai toujours trouvé qu'en exposant les faits clairement, ces incohérences deviennent éclairantes. » L'inspecteur grogna, mais lui fit signe de continuer. « La reconstruction, samedi après-midi, » dit doucement Miss Marple. « On entendait de la musique sortir de ce même piano. Beaucoup pensaient que M. Denham jouait. Pourtant, quand Harold Sims entra, il trouva M. Denham étendu sur le sol, complètement mort. La musique, cependant, continua. Elle effleura l'instrument. Une petite ficelle, une boîte lestée. On peut imaginer de telles choses pour donner l'impression que le piano est vivant alors qu'il ne l'est pas. C'était pour induire en erreur, pour suggérer que Denham est mort subitement en jouant, plutôt que violemment sous la main d'un autre. Un murmure parcourut la pièce. Madame Harwood pressa son mouchoir contre ses lèvres. De plus, poursuivit mademoiselle Marple, Monsieur Denham n'était pas un inconnu ici. Il avait autrefois conseillé monsieur Harwood en matière d'investissement et revenait maintenant pour presser madame Harwood de lui demander de l'argent, la menaçant de scandale si elle refusait. En bref, il se livrait à du chantage. Tous les regards se tournèrent vers madame Harwood. Elle rougit profondément. « C'est vrai, » admit-elle, « mais je jure que je n'ai rien à voir avec sa mort. »« Je vous crois, » dit gentiment Miss Marple, « car si vous aviez des raisons de le craindre, d'autres aussi. Voyez-vous, les maîtres chanteurs s'arrêtent rarement à une seule victime. » Le dévoilement de la lettre. De son sac à tricot, Miss Marple sortit le morceau de papier froissé qu'elle s'y avait trouvé. Cette lettre, dit-elle, invitait Denham à venir à la salle pendant la fête. Elle était écrite d'une main audacieuse, ni celle de M. Calthorpe, ni celle de Mme Harwood. Elle le sommait de venir seul. Il obéit, et il mourut. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. « Et qui, je vous prie, a écrit ça ?»« Voilà, » dit Miss Marple d'une voix toujours douce, « ce que nous sommes ici pour apprendre, car le meurtrier ne peut s'empêcher d'entendre à quel point nous sommes proches de la vérité. » Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant brièvement sur chaque visage. « J'aimerais demander, » poursuivit-elle, « que quiconque parmi vous ait connu Denham avant son arrivée à Marlécombe veuille bien s'avancer. » Un silence tendu s'ensuivit. M. Calthorpe se tordait les mains. Madame Harwood tremblait. Le révérend toussa, gêné. Et puis, depuis la porte, une voix retentit. « Inutile de jouer avec lui, Miss Marple. Je le connaissais bien. » La compagnie se retourna. Debout, moustachu, large d'épaules et l'air sombre, se tenait l'homme qu'Elsie avait décrit, l'étranger qui avait demandé des nouvelles de Denham à l'auberge. La confrontation. « Qui diable êtes-vous » demanda l'inspecteur Graves. L'homme s'avança, ses bottes résonnant sur les planches. « Henry Fielding, l'ancien associé de Denham. Il m'a escroqué une fois, il a escroqué beaucoup d'entre nous. Je suis venu régler mes comptes. » Le regard de Miss Marple était calme. « Et vous avez réglé le problème par un meurtre. » La mâchoire de Fielding se serra. C'était un parasite, un menteur, un voleur. Il ruinait des vies, et quand j'ai découvert qu'il avait l'intention de tout recommencer, j'y ai mis fin.
Des halètements emplirent la salle. L'inspecteur Graves s'avança, mais mademoiselle Marple leva la main. « Un instant, inspecteur. Vous trouverez dans les bottes de M. Fielding les mêmes clous quadrillés qui ont marqué la moquette de M. Calthorpe lors du saccage de sa chambre. Il était venu détruire des preuves qui pourraient le lier aux affaires de Denham, et il a monté ce coup de piano pour dissimuler son crime, espérant que les soupçons se porteraient sur l'organiste qui fréquentait si souvent cette salle. Pour une fois, même l'inspecteur Graves a été réduit au silence. Le filet se resserre, Fielding regarda autour de lui, le regard hagard. L'espace d'un instant, il sembla sur le point de s'enfuir, mais la porte était maintenant gardée, et ses épaules s'affaissaient. « Tu es une vieille femme maligne, » murmura-t-il amèrement, « trop maligne pour ton bien. » L'expression de Miss Marple resta douce, malgré la fermeté de ses paroles. « Oh non, monsieur Fielding, ce n'est pas de la dureté, juste un peu d'observation. Dans chaque village, il y a des querelles, des jalousies, des petites tromperies. On apprend à en déceler les mécanismes. Le meurtre n'est pas si différent. » L'inspecteur Graves s'avança, cette fois menotté. « Henry Fielding, je vous inculpe du meurtre de Charles Denham. » Et ainsi le piège s'est refermé. Chapitre 9. La révélation finale. La lumière des lampadaires de Marleycombe Hall vacilla, tandis que l'inspecteur Graves arrêtait Henry Fielding, sa moustache hérissée d'indignation, comme si elle pouvait le protéger de la justice. Les villageois, ceux qui avaient été convoqués et ceux qui s'étaient infiltrés une fois la nouvelle répandue, restèrent assis, stupéfaits, dans un silence de mort. Miss Marple, les mains jointes avec élégance, attendit que tous les regards se tournent vers elle. Alors seulement, elle prit la parole, d'une voix douce mais pleine de force. « Le modèle du chantage. Voyez-vous, » commença-t-elle. « Monsieur Denham était un maître chanteur. C'est une profession extrêmement dangereuse, car elle permet de se faire des ennemis plus vite qu'on ne gagne de l'argent. Il avait déjà contacté Madame Harwood, la pressant de payer son silence sur les investissements de son défunt mari. Mais elle n'était pas seule. D'autres, eux aussi, avaient des raisons de le craindre. Son regard se posa brièvement sur Fielding. « Vous, monsieur Fielding, étiez autrefois l'associé de Denham. Il vous a trahi, a pris votre part et a menacé de vous dénoncer si vous recommenciez sous un autre nom. C'est vous qui avez écrit la lettre, l'attirant ici pendant la fête. Vous saviez que la salle serait ouverte, le piano disponible, et que l'agitation de la journée masquerait vos mouvements. Fielding le fusilla du regard, mais resta silencieux. Le tour du piano, Miss Marple se tourna vers l'instrument à côté d'elle. Elle effleura les touches, et un son discordant retentit. La musique, bien sûr, était un piège. Une ficelle, une boîte lestée. On peut arranger ces choses pour que, lorsqu'on tire dessus, les touches vibrent toutes seules. On a ainsi eu l'impression que Denham jouait assis là, alors qu'en réalité, il était déjà terrassé. Elle marqua une pause. Voyez-vous, ces astuces ne sont pas conçues pour l'art, mais pour la tromperie. Elles créent une fausse image dès la découverte. Et c'est le jeune Harold Sims, qui parlait en toute innocence d'entendre de la musique quand personne n'était au piano, qui a fourni la clé. Harold, assis au fond, rougit de fierté. La manière de mourir quant à la cause du décès, poursuivit Miss Marple. L'inspecteur a d'abord pensé au poison. Mais le poison laisse des traces indéniables. Notre médecin a parlé de marques à la gorge. Cela suggérait non pas un poison, mais une strangulation. Un moyen plus direct et bien plus brutal. Monsieur Fielding, dans sa colère, saisit Denham par le cou. Les marques étaient visibles pour quiconque se donnait la peine de les remarquer. Mais le flacon de strychnine retrouvé dans la chambre de M. Calthorpe était une fausse piste, destinée à orienter les soupçons ailleurs. L'inspecteur Graves se tortilla, mal à l'aise. Après tout, il avait basé une grande partie de son enquête sur cette bouteille. La chambre saccagée, le pillage du logement de M. Calthorpe, poursuivit mademoiselle Marple, n'était pas un acte désespéré de dissimulation de la part de l'organiste, mais plutôt une tentative du meurtrier de récupérer une copie de la lettre qu'il avait écrite. Hélas, il a oublié le fragment qu'Elsie avait si judicieusement préservé. Elsie fit un petit sourire nerveux, et madame Linton lui tapota la main en signe d'approbation.
La psychologie du crime, Miss Marple croisa de nouveau les mains. Tout était très calculé, sauf une chose. Voyez-vous, les meurtriers sont rarement imaginatifs. Ils croient que les autres accepteront les apparences. Ils oublient que la nature humaine, la peur, la cupidité et le ressentiment se manifestent dans les plus petites choses. Dans ce cas, ce n'est pas l'ingéniosité du piano qui a trahi M. Fielding, mais ses bottes, sa voix à l'auberge, son besoin insatiable d'écouter le déroulement des événements. Un homme coupable ne peut rester à l'écart lorsqu'on lui raconte l'histoire de sa culpabilité. Les conséquences. La salle était silencieuse lorsqu'elle eut terminé, à l'exception du tic-tac de la grande horloge. Enfin, l'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge. « Vous avez été très claire, Miss Marple. Je dois avouer que la police vous doit des remerciements. » Miss Marple inclina modestement la tête. « J'ai simplement observé, inspecteur. La vérité était toujours là, à la portée de tous. » Tandis qu'Henry Fielding était emmené, les villageois se dispersèrent lentement dans la nuit, murmurant à voix basse. Déjà les spéculations reprenaient. Qui avait su quoi? Qui avait soupçonné qui? Et qui avait été le plus trompé? Miss Marple s'attarda encore un instant près du piano, la main posée sur les touches usées. « Tant de malice, » murmura-t-elle. Tout ça grâce à un peu de musique. Puis elle prit son sac à tricot et, à pas tranquille, retourna à son chalet sous les étoiles. Chapitre 10. Conséquences à Marlécombe. L'arrestation d'Henry Fielding jeta une ombre sur Marlécombe, même si extérieurement la vie reprit son rythme habituel. Le soleil se leva sur les jardins à entretenir, les poules à nourrir et les boutiques à ouvrir. Pourtant, sous l'agitation ordinaire, le village bourdonnait d'une douce réflexion. Les ragots s'installent. Chez l'épicier de Madame Porter, les conversations étaient interminables. « Eh bien, jamais !» déclara Madame Price Ridley, le nez toujours aussi pointu. « J'ai toujours dit que ce ne pouvait pas être le pauvre monsieur Calthorpe. Trop doux, trop timide. Cet homme a du mal à tuer une guêpe. » Madame Porter, avec son pragmatisme habituel, répondit « Et pourtant, vous m'avez dit la semaine dernière que vous l'aviez toujours trouvé suspect. » Madame Price Ridley rougit légèrement. « On dit ce genre de choses dans le feu de l'action. L'important, ma chère, c'est que Marlécombe ait été innocenté. C'est un étranger qui a apporté le mal parmi nous, et non l'un des nôtres. » Ainsi, la conscience collective du village fut apaisée. Le mal, semblait-il, était venu de l'extérieur et avait été vaincu. Marlécombe, à ses propres yeux, était redevenu pur. L'organiste restauré, M. Lionel Calthorpe, fut libéré, désemparé mais profondément soulagé. Lors de la messe du dimanche, ses mains tremblaient en touchant les touches de l'orgue, mais la musique qu'il exécutait était douce, régulière et pleine de gratitude. Nombre de villageois qui avaient chuchoté contre lui louaient désormais son âme douce et sa nature sensible, oubliant leur condamnation précédente. Miss Marple, assise à son banc habituel, observait la scène avec une satisfaction silencieuse. Elle était heureuse que l'homme ait retrouvé sa réputation, même si elle savait que le souvenir du soupçon persisterait comme de la fumée. La résolution de Madame Harwood. Quant à Madame Harwood, elle sortit de cette épreuve plus sobre et plus réservée. Elle confia une fois de plus à Mademoiselle Marple, dans l'intimité de son salon, son intention de mettre enfin de l'ordre dans les affaires de son défunt mari, aussi douloureuses que puissent être les révélations. « Et il vaut mieux, dit-elle avec une dignité tranquille, que la vérité soit connue, plutôt que de vivre toujours dans la peur d'un homme comme Denham. » Miss Marple approuva. « Les secrets, observa-t-elle doucement, ont tendance à devenir toxiques lorsqu'ils sont gardés trop longtemps dans l'ombre. Un peu d'honnêteté, même douloureuse, peut être un désinfectant très salutaire. » L'inspecteur Graves réfléchit. Même l'inspecteur Graves, bien que réticent à l'admettre ouvertement, exprima sa gratitude. « Vous avez l'œil vif, Miss Marple, » dit-il d'un ton bourru en la croisant près du portail du cimetière. « J'ose dire que je me serais peut-être égaré sans vos observations. » Miss Marple sourit poliment. « On fait ce qu'on peut, inspecteur,
et on a l'avantage de connaître depuis longtemps la nature humaine. Elle se répète dans les moindres détails. Soirée tranquille. Ce soir-là, Miss Marple s'assit de nouveau dans son jardin de cottage. Les rosiers étaient en fleurs, et l'air doux de juin embaumait le chèvrefeuille. Elle reprit son tricot, ses aiguilles claquant doucement dans le crépuscule. Elle songea, non sans une pointe de tristesse, que le mal et la cruauté s'étaient insinués jusqu'à Marleycombe, comme autrefois dans son propre St. Mary Mead. Mais elle savait pertinemment que de telles pratiques ne se limitaient pas aux grandes villes ou aux ruelles sombres. Elles germaient aussi dans les villages tranquilles, nourris par la cupidité, le ressentiment et la peur. Elle trouvait néanmoins du réconfort dans la résilience de la vie ordinaire, dans les enfants qui riaient à nouveau sur la pelouse, dans l'orgue qui remplissait à nouveau l'église de musique, dans le thé et les bavardages qui reprenaient dans les cuisines des voisins. Et ainsi, tandis que l'étoile du soir apparaissait au-dessus des toits, Miss Marple pencha la tête vers son tricot, satisfaite que, pour le moment du moins, la paix de Marleycombe soit rétablie. Chapitre 11. Écho à St. Mary Mead. 15 jours plus tard, Miss Marple retrouvait son environnement familier à St. Mary Mead. Marleycombe, avec sa fête et son piano qui avait joué seul, semblait déjà faire partie intégrante des traditions du village, vouée à être contée et re-racontée autour d'une tasse de thé, brodée de chaque récit, jusqu'à ce que les faits et l'imagination se confondent. Miss Marple elle-même ne manifestait aucune excitation. Elle reprit sa vie quotidienne comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Soigner ses rosiers, rendre visite à la femme du pasteur et s'asseoir chaque après-midi au soleil avec son tricot. Pourtant, cette histoire persistait dans son esprit, rappel instructif des schémas immuables du comportement humain. Parallèle rappelé, elle pensait souvent à M. Fielding, le meurtrier. Un homme mû non par la passion du moment, mais par un calcul froid et un profond ressentiment. Elle se souvenait d'un autre cas, des années auparavant, où un homme de St. Mary Mead avait dissimulé un petit vol avec la même ruse, se croyant plus malin que ses voisins, pour finalement être trahi par un détail aussi insignifiant qu'un bouton manquant. La nature humaine, songea Miss Marple en enfilant sa laine, est partout la même. Avidité, peur, vanité. Ils peuvent s'habiller différemment, mais l'essence demeure. La visite d'un vieil ami. Un après-midi, sa vieille amie Dolly Bantry lui rendit visite, vive et curieuse, comme toujours. « Eh bien, Jane !» s'exclama Dolly en s'installant lourdement dans son fauteuil. « J'ai entendu dire que tu résolvais encore des meurtres. Franchement, je ne sais pas comment tu fais. Je devrais être terrifiée. » Miss Marple sourit faiblement. « Oh, ma chère, j'ai souvent peur. Mais on apprend que la plupart des choses effrayantes sont simplement le résultat de quelqu'un qui tente de dissimuler une vérité. Une fois qu'on comprend la vérité, la peur s'atténue. » Dolly eut un petit rire. « Je te fais confiance pour le dire comme ça. Dis-moi tout. Y avait-il une histoire d'amour? Un testament secret? Du poison dans la théière ?» Miss Marple raconta l'histoire avec obligeance, avec sa douceur habituelle, tout en omettant certains détails les plus effrayants. Dolly, fidèle à elle-même, s'exclama et haleta à tous les moments appropriés. La vie reprend. Au fil des jours, Miss Marple retrouva son rythme habituel. Les petites choses étaient source de satisfaction, les roses qui fleurissaient plus abondamment que prévu, le facteur qui distribuait ses lettres avec ponctualité, les enfants du village qui jouaient au cricket sur le terrain. Pourtant, au fond, elle portait en elle la profonde conviction que sous la surface paisible de tout village coulaient les courants les plus sombres de la nature humaine. Marleycombe le lui avait rappelé une fois de plus. Le mal n'est pas réservé aux villes obscures ou aux rivages étrangers, mais peut prospérer discrètement dans les haies du plus charmant village anglais. Réflexion de clôture. Par une soirée tranquille, Miss Marple posa son tricot et contempla le jardin baigné par le crépuscule. Elle repensa aux touches du piano, qui tintaient de façon discordante, créant l'illusion de la vie alors que la mort était déjà là. « Tellement comme les gens », murmura-t-elle doucement.
Il manipule si souvent les apparences pour cacher ce qui se cache en dessous. Mais la vérité, aussi soigneusement dissimulée soit-elle, percera toujours les mystères. Sur ce, elle se leva pour tirer les rideaux, sa petite silhouette évoluant avec une assurance sereine. Dehors, St. Mary Mead savourait la quiétude du soir. Et à l'intérieur, Miss Marple reprit son observation silencieuse, toujours prête à guetter le prochain petit indice, susceptible de révéler le cœur caché de la nature humaine. Chapitre 12. L'été tranquille de Marleycombe. Fin juillet. Marleycombe retrouvait le calme paisible d'un village anglais bien organisé. Les rosiers de Rose Lane flétrissaient sous le poids de la floraison de fin d'été, et les abeilles somnolaient dans les massifs de lavande, indifférentes au drame qui s'était récemment déroulé. La vie, comme il se doit, reprit son rythme habituel, mais une trace d'indéfinissable flottait dans l'air, un souvenir d'inquiétude que même le soleil le plus chaud ne parvenait pas à effacer complètement. La boutique de Madame Porter. Madame Porter essuya le comptoir de l'épicier, écoutant Madame Price Ridley parler avec une autorité inébranlable. « J'ai dit dès le début que c'était un étranger », a déclaré Madame Price Ridley, bien qu'elle n'ait en réalité rien dit de tel. « Les habitants de Marleycombe ne commettent pas de meurtre. Nous sommes un village respectable. » Madame Porter pinça les lèvres, mais ne la contredit pas. Elle avait appris qu'après l'excitation, certains villageois avaient dû réécrire leur propre rôle dans l'histoire. Le vers les enfants se poursuivait à nouveau sur la place du village, leur rire résonnant là où, quelques semaines auparavant, les banderoles de la fête flottaient au-dessus d'une scène de mort subite. Le jeune Harold Sims, dont le regard perçant et la franchise avaient involontairement déclenché le premier indice, se vantait maintenant auprès de ses amis de son rôle dans l'affaire. Les autres écoutaient avec une admiration débordante et une pointe d'envie. Sa mère, qui l'observait de loin, se demandait si Harold pourrait devenir un homme de quelque importance. Mais elle ne dit rien, de peur que cela ne lui monte à la tête. L'auberge de la Couronne. À la Crown, M. Gibbons raconta une fois de plus l'histoire à deux cyclistes qui passaient. À chaque fois, le récit prenait un ton plus dramatique. La lettre mystérieuse, la musique qui jouait d'elle-même, l'irruption soudaine du meurtrier au rassemblement de Miss Marple. Les cyclistes écoutaient, un sourire en coin, incertains s'ils entendèrent la vérité ou la légende du village. M. Gibbons, cependant, était parfaitement satisfait. Après tout, une histoire appartient autant à ceux qui la racontent qu'à ceux qui l'ont vécue. Madame Harwood, dont la vie avait été assombrie par les menaces de Denham, tint sa promesse de mettre de l'ordre dans les affaires de son défunt mari. Le notaire londonien vint et repartit. Les papiers furent signés. Un accord modeste mais suffisant assura son indépendance. Elle passait désormais plus de temps dans son jardin, son visage toujours marqué par l'inquiétude mais portant une nouvelle stabilité, une fierté tranquille d'avoir affronté le passé sans peur. L'église dimanche, l'orgue a de nouveau rempli l'église de sa musique. Lionel Calthorpe, sans soupçon mais sans souvenir, a joué avec une émotion si intense qu'elle a même fait s'arrêter Madame Linton, d'ordinaire si vive. Certains ont récité son cantique ce matin-là, « Reste avec moi », n'avait jamais semblé aussi émouvant. Quelques membres de la congrégation pleuraient doucement, mais personne n'aurait pu dire précisément pourquoi. Le dernier écho. À la tombée de la nuit, la place du village était paisible sous un ciel violet. On n'entendait que le bruissement des feuilles et le chant lointain d'un engoulevent. Marleycombe avait survécu à ces affres de l'obscurité. Pourtant, ceux qui avaient assisté au drame, ceux qui avaient dû ressentir l'irruption brutale et soudaine de la mort dans leur douce existence, n'oublieraient de pas de sitôt la leçon qu'il contenait. La nature humaine, avec toutes ses passions et ses défauts, peut se cacher derrière le plus poli des sourires. Et quelque part au-delà des haies, dans une paroisse voisine, une dame âgée, sensible à la fragilité humaine, reprenait son tricot en silence.
Miss Jane Marple, qui avait une fois de plus démontré que même les villages les plus tranquilles peuvent receler les secrets les plus profonds, serait sans doute prête à la prochaine note discordante qui viendrait troubler la vie villageoise anglaise. Chapitre 13. Écho d'automne. Dès les premières semaines d'octobre, Marlécombe baignait dans la douce lumière du début de l'automne. Les haies étaient chargées de cynorrhodons écarlates et de prunelles sombres, et l'air portait la faible fumée des feux de joie lointains. Les violents événements de l'été étaient devenus un souvenir vaguement oublié, comme si le village lui-même avait discrètement tiré le rideau sur son propre drame troublant. Conversation changeante. Dans la boutique de Madame Porter, la conversation était revenue, comme toujours, sur le prix du charbon et la rumeur d'une pénurie de pétrole. Pourtant, de temps à autre, le nom de Denham se glissait encore dans la conversation comme un courant d'air inattendu traversant une porte close. « Difficile de croire que cela ne fait que quelques mois, » remarqua M. Trelawney en récupérant son journal du matin. « Ça paraît plus long, comme une histoire racontée sur le village de quelqu'un d'autre. » Madame Porter hocha la tête. « Oui, et tant pis pour ce souvenir, même si je me demande parfois si nous en avons vraiment tiré des leçons. » M. Trelawney grogna, plia son journal sous son bras et sortit dans la brume. Des vies reprennent, mais changent. Madame Harwood se promenait plus souvent dans son jardin, taillant ses rosiers tardifs d'une main plus assurée. Le travail du notaire était terminé, ses affaires étaient en ordre. Mais parfois, lorsque le crépuscule tombait et que le vent bruissait dans les ifs, elle s'arrêtait, se souvenant de la menace discrète de la lettre de Denham et de la violence soudaine qui avait suivi. Lionel Calthorpe continua son travail à St. Andrew, et le tremblement qui hantait autrefois ses mains avait disparu. Sa musique portait désormais une profondeur nouvelle, inattendue, ni plus forte ni plus grandiose, mais imprégnée d'une sérénité durement acquise. Les villageois, qui avaient autrefois murmuré des soupçons à son égard, lui adressaient maintenant un signe de tête empreint d'un léger respect. Les ragots, si prompts à accuser, s'étaient transformés avec le temps en une admiration silencieuse. L'enfant qui écoutait le jeune Harold Sims, dont Louis Finn avait percé la clé du mystère, entra à l'école cet automne-là à Market Basing. Sa mère aimait raconter à qui voulait l'entendre qu'Harold avait aidé Miss Marple elle-même à attraper un meurtrier. Le garçon, modeste malgré les fanfaronnades de sa mère, parlait peu, mais parfois, lorsqu'il jouait au cricket avec ses nouveaux amis, il s'arrêtait au son d'un piano lointain et ressentait un frisson au souvenir. Un visiteur de St. Mary Mead. Par une fraîche matinée d'octobre, une silhouette familière réapparut à Marlécombe. Miss Jane Marple, arrivant par le train matinal avec son sac à main soigné et son manteau confortable. Elle était venue, expliqua-t-elle, simplement pour rendre visite à des amis et voir comment le village se portait. Autour d'un thé au presbytère, elle écouta avec un sourire tendre Madame Linton raconter les derniers petits triomphes et tribulations de la paroisse. De nouvelles nappes d'autel, une petite dispute dans la chorale, le gel précoce qui menaçait les dahlias. « La vie continue, » dit doucement Miss Marple en regardant les feuilles dorées, « et c'est le plus grand réconfort. » Une réflexion silencieuse. Ce soir-là, alors que le soleil baissait et que l'air se chargeait d'un parfum de feuilles brûlées, Miss Marple resta un instant sur la place du village. La cloche de l'église sonna l'heure. De la porte ouverte s'échappaient les notes faibles et régulières de l'orgue. Elle pensait à la rapidité avec laquelle la terreur avait envahi cet endroit paisible et à la rapidité avec laquelle la vie s'était refermée sur la blessure, non sans laisser sa légère cicatrice. « La nature humaine, » murmura-t-elle, « ressemble beaucoup aux saisons. Il y a toujours un hiver dans le cœur, mais le printemps, et même l'été, revient. Et nous devons être vigilants, mais aussi reconnaissants. » Elle se tourna vers la gare tandis que l'étoile du soir scintillait au-dessus des toits. Les douces notes de l'orgue la suivirent dans la ruelle.
une musique qui n'était plus discordante, mais qui portait la tranquille assurance que la vie, pour l'instant, avait retrouvé son harmonie. Chapitre 14. Un adieu à Marleycombe. Un pâle soleil d'hiver filtrait à travers un épais voile de nuages, tandis que Miss Marple effectuait une dernière visite à Marleycombe avant Noël. Le givre argentait les haies et s'étendait comme une dentelle délicate le long des toits. La place du village, où la fête estivale avait, autrefois grouillé de rires et de tragédies soudaines, était désormais silencieuse sous le léger crissement de ses chaussures confortables. Le village au repos. Les fenêtres du Crown brillaient d'une lueur ambrée dans le crépuscule naissant. Monsieur Gibbons polissait déjà la rampe en laiton, prêt pour le commerce du soir. La sonnette de la boutique de Madame Porter tintait chaque fois qu'un client venait chercher des provisions pour les fêtes. On entendait au loin les répétitions de chants de Noël de Saint Andrew, un léger filet musical se faufilant dans l'air froid. La vie s'était stabilisée. L'histoire de la mort de Charles Denham et de la capture d'Henry Fielding était devenue un récit comparable à celui du gel de l'année précédente, ou de la fonte des glaces du ruisseau, un événement désormais atténué par le temps, devenu presque légendaire. Madame Harwood, marchant bras dessus bras dessous avec Madame Linton, leva la main pour la saluer. Lionel Calthorpe le suivait à quelque distance, un folio sous le bras. Il s'inclina timidement au passage de mademoiselle Marple. La suspicion qu'il avait autrefois accablée s'était dissipée depuis longtemps. Sa réputation portait désormais l'estime discrète d'un homme injustement mis à l'épreuve et dont l'innocence avait été prouvée. Un petit rassemblement. Ce soir-là, le salon du presbytère brillait de lumière et d'un parfum de thé épicé. Madame Linton en versa généreusement, tandis que Madame Price Ridley racontait, pour la 3e fois, comment elle avait toujours soupçonné l'étranger. Personne ne la corrigea. Ces petites vanités faisaient partie de la vie du village. Miss Marple était assise avec son tricot, ses aiguilles cliquetant doucement. Elle ne contribuait guère à la conversation, mais son sourire doux laissait entrevoir un plaisir discret dans les bavardages ordinaires. Le projet de bazar de Noël, la pénurie d'oranges, la rumeur selon laquelle l'évêque pourrait assister à la messe du Nouvel An. Réflexion du verre. Plus tard, alors qu'elle retournait à la couronne pour la nuit, Miss Marple s'arrêta sur le verre éclatant du givre. La lune, basse et pleine, colorait l'herbe d'une teinte argentée. Elle repensa à cet après-midi d'été où la musique s'était échappée du hall et où un homme gisait mort près du piano. Le souvenir était vif et pourtant lointain, comme un rêve s'évanouissant à l'aube. « Le mal n'est jamais loin, » murmura-t-elle, « mais le bien non plus. Il suffit de bien regarder pour trouver les deux. » Son souffle blanc s'échappait dans l'air immobile. Le village dormait, rassuré par ses rythmes paisibles. Vers la maison. Le lendemain matin, elle prit le train matinal pour Saint-Mary-Mead. Le wagon était froid mais ensoleillé, la campagne s'étalant sur des champs blanchis par le gel. Miss Marple posa son tricot sur ses genoux et laissa son esprit vagabonder. Marleycombe lui avait appris la leçon. La fragilité et le courage humain cohabitent, même dans les endroits les plus paisibles. Tandis que le train prenait de la vitesse, elle sourit faiblement, ses yeux bleus brillant derrière ses lunettes. Quelque part, dans un autre village, la vie continuerait, pleine de secrets, de petites tromperies et des drames silencieux du cœur. Et si jamais l'obscurité s'abattait à nouveau, elle serait là, discrète et vigilante, pour voir ce que les autres avaient négligé. Chapitre 15. Postlude. La musique persiste. Janvier apporta une beauté feutrée à la campagne, tandis que Miss Marple reprenait sa routine habituelle à Saint-Mary-Mead. Le givre scintillait sur les haies et la fumée des feux de bois s'élevait en rubans bleus sur un ciel d'hiver pâle. L'effervescence de Noël était passée. Le village était silencieux, se contentant de somnoler jusqu'au printemps. Pourtant, même pendant cette période calme,
Miss Marple repensait souvent à Marleycombe et au cas curieux du piano qui jouait seul. Notes mémorisées. Parfois, alors qu'elle était assise près du feu du salon avec son tricot, quelques barres de Reste avec moi, l'hymne que Lionel Calthorpe avait interprété après sa libération, lui traversaient l'esprit sans qu'elle le veuille. Elle s'arrêtait, aiguilles en main, et entendait à nouveau l'étrange tintement du piano de la fête, cette musique étrange masquant la mort. Avec quelle rapidité la terreur avait jailli d'un son si simple, avec quelle rapidité aussi la vie ordinaire avait repris ses droits. Les ragots se transformaient en souvenirs, les soupçons en histoire, et finalement en une sorte de légende. Leçon de la nature humaine. Miss Marple savait pertinemment que ce schéma se répéterait. Dans chaque village, sous les chaumières roses et les salutations polies, résidaient les mêmes pulsions intemporelles, la peur de la disgrâce, la soif du gain, l'étincelle soudaine de la violence, et avec elle, toujours, les vertus plus discrètes, la loyauté, la gentillesse et le courage d'affronter la vérité lorsqu'elle est enfin révélée. C'est partout pareil, songea-t-elle, racontant avec patience une autre rangée. Les gens sont comme les gens, que ce soit à Marleycombe ou ici, à Saint-Mary-Mead. Leurs faiblesses peuvent différer dans les détails, mais jamais dans leur nature. Un visiteur inattendu. Un après-midi frais, Dolly Bantry est revenue, les joues roses à cause du froid. « Jane, dit-elle en s'installant près du feu, on parle encore de ton aventure. J'ai lu un article dans le journal du comté. Le mystère du piano automatique. Tu deviendras célèbre si tu n'y prends pas garde. » Miss Marple sourit faiblement. « Oh, ma chère Dolly, la célébrité est bien la dernière chose que je recherche. Mais si cette histoire nous rappelle que même les endroits tranquilles exigent une vigilance particulière, elle a peut-être une certaine utilité. » Dolly rit. « Je te fais confiance pour en tirer une morale. J'aurais dû me contenter du drame. » La montre durable. Ce soir-là, après le départ de Dolly, Miss Marple tira les rideaux et contempla un instant le ciel hivernal. Des étoiles brillaient, froides et brillantes, au-dessus du village endormi. Quelque part, au loin, un chien aboya. Quelque part, dans un autre coin d'Angleterre, d'autres vies s'acheminaient vers leur propre petit drame. Miss Marple retourna à sa chaise, son tricot confortablement posé sur ses genoux. Elle ne se considérait pas comme une chasseuse de crimes. Elle pensait seulement aux schémas de la nature humaine, des schémas qui se répétaient avec une inéluctabilité silencieuse, et qu'elle, avec son œil perçant et doux, serait toujours prête à repérer. Le feu crépitait doucement, et elle se pencha à nouveau sur son travail. La musique de Marleycombe s'est estompée, mais sa leçon a perduré. Et Miss Marple, comme toujours, continua de surveiller silencieusement. Chapitre 16. Un épilogue d'hiver. Fin février, l'hiver s'était adouci à la campagne. Çà et là, des perce-neige perçaient le terreau des feuilles en modestes touffes, et les premières pousses timides des jonquilles tremblaient dans la brise fraîche. Saint-Mary-Mead somnolait sous un ciel d'étain, ses chaumières respirant la fumée et le confort, le pire du froid étant déjà passé. Une lettre de Marleycombe. Un matin, Miss Marple reçut une enveloppe soignée, couleur crème, portant le cachet de la poste de Marleycombe. Elle l'ouvrit à sa table de petit déjeuner, où la théière en argent fumait agréablement à côté d'un plat de marmelade. La lettre était de Madame Harwood. « Ma chère Miss Marple, nous pensons souvent à vous, et parlons de vous encore plus souvent. Marleycombe est en paix, et nous avons suivi vos conseils à la lettre. Mes affaires sont enfin en ordre, et je dors mieux grâce à cela. La musique de Lionel n'a jamais été aussi belle. Il a joué le Nunc Dimittis dimanche dernier, et nous a tous mis au bord des larmes. Le petit Harold, lui aussi, est une sorte de héros local. L'institutrice dit qu'il est très prometteur. Nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait, même si je soupçonne que vous le nierez modestement. Si jamais vous souhaitez des vacances tranquilles au printemps, sachez que vous serez accueillis ici comme nos amis les plus chers. Avec affection et remerciements,
Clara Harwood Miss Marple sourit faiblement, son regard s'adoucissant. Elle plia la lettre et la plaça près de la théière. Une douce réflexion. Plus tard, alors qu'elle faisait sa promenade habituelle le long du chemin, l'air conservait ce léger changement, presque imperceptible, qui annonce le tournant de l'année. Les haies étaient encore nues, mais la terre sous elles sentait vaguement le renouveau. Elle pensa à Marlécombe, sa fête, sa musique, sa rencontre soudaine avec la mort. L'histoire était déjà entrée dans la légende locale. L'été prochain, elle serait racontée avec un brin plus dramatique, un peu moins de faits. Cela aussi était dans la nature humaine. Les gens aiment tellement les bonnes histoires, murmura Miss Marple, la pointe d'amusement dans sa voix tempérée par une compréhension tranquille. La constance du changement. De retour dans son salon, elle déposa la lettre sur la cheminée et s'installa avec son tricot. Dehors, un merle lança une phrase hésitante, un chant annonçant le lent réveil de la saison. Le monde finirait toujours par tourner de la tragédie à la vie ordinaire. Elle le savait. Et quelque part, dans un autre lieu paisible, un autre modèle d'avidité, de peur ou d'amour caché commencerait à se tisser. La nature humaine ne changerait jamais, ni le besoin d'un œil vigilant et d'un cœur patient. Miss Marple ramassa ses aiguilles. Le feu crépita et les premiers personnages virevoltèrent dans le jardin. La vie, comme la musique, continue de jouer.